Donc, bonjour tout le monde. Alors, troisième fois, pour certains, vous allez m'entendre redire un peu la même chose. Donc, que c'est un webinaire issu d'une recherche. Puis là, je pense que je l'abrège de plus en plus. Désolée pour les gens qui eux, n'étaient pas dans les autres webinaires. Donc, c'est le troisième webinaire d'une série. En fait, c'est le septième webinaire qu'on a fait, donc d'une recherche qui vise à comprendre la réorganisation des services, des pratiques et des besoins des personnes en situation d'itinérance dans le contexte de la COVID. C'est une recherche qui se fait en plusieurs phases. On a fait une première phase après le... en fait, après la première vague, une deuxième phase pendant l'automne et une troisième phase qu'on va faire bientôt. L'idée, c'était de rencontrer des intervenants en itinérance, des répondants en itinérance, mais aussi de faire un sondage et de rencontrer des personnes en situation d'itinérance. Donc, on a rencontré hier et avant-hier, on vous a parlé de la rencontre avec les personnes en situation d'itinérance. Aujourd'hui, avec Hélène, on va vous parler du résultat du sondage. Donc, on a développé un sondage, Hélène, Stéphanie et puis l'équipe. En fait, je vais présenter peut-être l'équipe d'abord, peut-être. Merci. Donc, l'équipe, beaucoup de monde derrière cette équipe-là parce que c'est une recherche intensive et qui demande aussi, avec l'idée d'aller vers une mobilisation des connaissances et un transfert des connaissances rapide. Là. Donc, on ose vous donner des résultats préliminaires au fur et à mesure. Et on vous en donnera encore, mais il y a vraiment cette idée-là. Donc, ça prend beaucoup d'intensité et j'imagine que vous aussi, vous en avez vécu, mais aussi dans la recherche. Donc, beaucoup d'équipes. Donc, Philippe Benoît Côté, Elisabeth, Marie-Ève Goyer, Swan McDonald, Annie Fontaine et Caroline Grimard, qui sont donc toutes co-chercheurs et co-chercheurs sur le projet. Et donc, tout un staff personnel de recherche exemplaire, plus les unes que les autres, avec en tête Stéphanie Houd, donc la coordonnatrice de recherche, celle avec qui vous êtes en contact et qui va demeurer en contact avec vous pour vous transférer au fur et à mesure les choses qui sortent. Isabelle Raffestin, qui est professionnelle de recherche, qui a notamment fait toutes les entrevues, une partie des entrevues avec les répondants. Après, toute une liste d'étudiantes, donc Vanessa, qui a fait des entrevues avec les répondants, Joséanne, que vous avez entendu hier, qui a fait des entrevues avec les personnes en situation d'itinérance. Je vais garder Hélène pour la fin. Stéphanie Arsenault, auxiliaire de recherche, qui vous avez entendu hier. Zoé, qui fait des entrevues avec les répondants. Marie-Lou, qui vous avez entendu avant-hier, et Catherine Robert, qui a fait des entrevues avec les personnes en situation d'itinérance, et Catherine Robertson, qui a fait des entrevues avec des répondants, et Joanne Thompson-Sweeney, qui a fait des entrevues avec des personnes en situation d'itinérance, que vous avez entendu lundi. Guylaine Racine, qui a fait beaucoup d'entrevues avec vous comme répondant souvent, mais qui a chapeauté aussi l'analyse sur les personnes en situation d'itinérance presque jusqu'à la dernière minute, avec un petit relais dans la dernière semaine. Et j'arrive donc à Hélène Le Sageman. Hélène, qui est candidate au doctorat à l'INRS et qui travaille sur les enjeux de judiciarisation et de judiciarisation. Elle est notre Madame Chiffre de l'équipe. Elle travaille avec moi depuis maintenant plusieurs années. Donc, toutes les données que vous avez eues au plan de la judiciarisation de l'itinérance, que ce soit à Montréal, mais aussi à Val-d'Or, et la judiciarisation de la pandémie, les données qu'on est en train de travailler, c'est Hélène qui est derrière toutes, et la judiciarisation des populations autochtones à la commission santé services sociaux, avec la commission de la santé et services sociaux des Premières Nations. C'est Hélène qui est derrière tous ces tableaux et ces chiffres-là, ces banques de données. Donc, c'est une précieuse aide pour analyser les données et sortir les bases de données. Et donc, c'est elle qui a eu comme mandat le sondage. Alors, c'est elle qui va vous parler des résultats de ce sondage. Sondage qu'on a donc lancé à l'automne, fin de l'automne, auprès des intervenants et auprès des gestionnaires dans le champ de l'itinérance. Elle va vous dire qu'on a eu un taux de réponse qu'on aurait aimé plus important, en fait. Puis je le disais hier, on va refaire un sondage qu'on va lancer, disons, en fin mai, début juin, pour voir comment s'est passé l'hiver et comment vous êtes actuellement. Et on va aimer que vous répondiez plus nombreux parce que ça va nous donner
Quand on travaille avec des chiffres, plus les chiffres sont importants, plus le N est important autant qualitatif, quand dépendamment du N, on cherche à avoir de la diversité des personnes. Donc, même si on a peu de personnes dans une situation, c'est pas grave, c'est l'expérience singulière qui est importante. Mais quand on travaille en quanti, plus on a du N, donc plus on a des gens qui répondent au sondage, mieux c'est en fait pour faire des analyses et des analyses croisées notamment. Donc, je vais vous inviter fortement à répondre au deuxième sondage à la lumière de ce que vous allez pouvoir entendre aujourd'hui sur les résultats du premier sondage. Deuxième sondage qui sera certainement différent parce qu'on ne va pas aller sur le matériel de protection, mais beaucoup plus sur les transformations des pratiques cliniques et puis votre santé à vous et votre état en fait de bien-être en tant qu'intervenant et en tant que personne. Mais donc voilà, donc je vais laisser à Hélène le soin maintenant de vous présenter les résultats. On ne va pas vous shooter parce que j'ai quand même vu tous ces PowerPoint avant. On va vraiment vous dégager les faits saillants, pas vous abreuver de chiffres inutilement, mais on va quand même avoir un document après avec les tableaux et les résultats plus quanti qu'on va faire dans les prochaines semaines. Voilà Hélène, c'est à toi. Bien, bonjour, merci Céline. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour venir vous présenter les résultats du sondage auxquels peut-être certains parmi vous ont pu participer dans les derniers mois. Donc, sans plus tarder, voici un court plan de la présentation que je vous propose pour aujourd'hui. Je vais donc d'abord vous présenter quelques informations sur la démarche méthodologique pour ensuite passer aux résultats préliminaires qui consistent vraiment à la partie la plus importante de la présentation. Les résultats proviennent presque exclusivement du sondage en ligne, mais il y a quand même des liens qui vont être faits avec les données qui ont été obtenues lors d'entrevues réalisées auprès d'informateurs clés. Je vais donc tenter une certaine mise en dialogue avec ces différentes données, mais c'est vraiment important de garder en tête que pour l'instant, c'est encore très préliminaire, puis qu'il y a des analyses plus poussées qui vont être réalisées ultérieurement, tant pour croiser les différentes données que pour faire des comparatifs de groupes au sein même des données du sondage. Par exemple, on va pouvoir comparer l'expérience de ceux qui proviennent du milieu communautaire avec ceux qui proviennent du milieu de la santé et des services sociaux ou pour faire des comparatifs régionaux. Ensuite, il va y avoir une courte section sur des réflexions découlant de ces résultats. Puis finalement, cette présentation va se conclure sur des questions pour les échanges qui vont suivre. Donc, débutons d'abord par quelques aspects méthodologiques. Le sondage a été créé sur Lime Survey, qui est un service en ligne qui permet de créer des sondages. L'invitation pour participer à ce sondage, c'est un lien qui a été diffusé auprès des réseaux de contacts de l'équipe de recherche, comme des regroupements d'organismes communautaires, des partenaires du milieu de la recherche, mais aussi les participants qui avaient participé, dans le fond, aux entrevues individuelles des autres volets de ce projet. Puis en fait, toutes ces personnes-là avaient accès au lien, puis pouvaient elles-mêmes le partager dans leur réseau. Donc, bref, on a aussi un peu procédé par la méthode boule de neige pour essayer de rejoindre vraiment le plus de participants possible. Le sondage a été actif entre le 17 novembre dernier et le 2 février. Puis au final, 55 personnes ont pris part à ce sondage, soit 24 gestionnaires et 31 intervenants, les deux profils que nous visions à rencontrer. Donc, il y avait un seul questionnaire, il y avait vraiment des parties qui étaient communes aux deux profils, mais il y avait aussi des parties qui étaient plus spécifiques à chacun de ces profils-là. Si on passe maintenant aux résultats, on va commencer par quelques informations sur les participants. Il y avait 41 personnes qui s'identifiaient au genre féminin-femme et 11 qui s'identifiaient plutôt au genre homme-masculin. Concernant l'âge des participants, plus de 60 de l'échantillon ont moins de 40 ans et on a aussi un peu plus de 25 qui ont plus de 50 ans. C'est donc un échantillon relativement jeune. Concernant les informations provenant du milieu de travail, on peut constater que 42 personnes provenaient du milieu communautaire et 13 étaient plutôt du réseau de la santé et des services sociaux. Plus du 2 tiers de l'échantillon provient d'une organisation dont le champ d'expertise principal est l'itinérance, mais nous avons tout de même plusieurs autres personnes provenant de d'autres milieux, comme celui de la jeunesse, de la santé mentale, de la dépendance, de la santé physique ou de l'aide alimentaire, par exemple. On demandait aussi aux participants quels services étaient offerts par leur organisation, puis on a reçu des réponses assez diversifiées. Les 5 plus populaires, ou du moins les 5 qui revenaient le plus, étaient l'accompagnement et le suivi psychosocial, l'intervention de crise, la sensibilisation, prévention et promotion, l'hébergement temporaire, ainsi que le suivi communautaire. Notre sondage a aussi réussi à rejoindre plusieurs régions du Québec. Montréal et celle de la Mauricie-Centre du Québec étant particulièrement bien représentées avec un peu plus de 50 des répondants.
Puis j'ajouterais vraiment une palme à la Mauricie. Je ne sais pas s'il y a des gens de la Mauricie, du centre du Québec, mais comparativement à votre poids, vous êtes derrière Montréal sur la réponse au sondage. Donc, il y a eu quand même beaucoup de mobilisation Mauricie, centre du Québec. On le souligne. Oui, définitivement. Puis sinon, ben, dans des proportions moins élevées et en ordre décroissant, ben, on voit qu'il y a eu aussi quand même beaucoup de gens de la capitale nationale, de la Montérégie, de l'Outaouais, de l'Estrie, de Laurentide, puis finalement un peu moins de personnes, mais quand même des répondants provenant de la Gaspésie, de Chaudière-Appalaches et de la Côte-Nord. Donc quand même une assez bonne diversité sur le territoire québécois. Ensuite, la deuxième partie des résultats porte sur comment les milieux de travail se sont adaptés puis ont planifié pour pouvoir faire face à la pandémie. Quelques mots, en fait, rapidement pour expliquer que généralement, tant du point de vue des intervenants que des gestionnaires, mais il n'y avait pas vraiment de plan d'action qui était en place avant l'arrivée de la pandémie, mais que généralement, ça a été développé assez rapidement, mais que plusieurs gestionnaires aussi ont reçu une aide externe pour développer ce plan. Il y a plusieurs gestionnaires qui ont d'ailleurs partagé leur expérience avec nous, puis nous ont dit que le soutien qu'ils ont reçu provenait majoritairement du réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi parfois de divers regroupements d'organismes communautaires. Ce soutien a pu prendre plusieurs formes. Le plus souvent, il s'agissait d'informations, de conseils ou de recommandations, mais certains ont aussi eu droit à de l'accompagnement, à de l'accès à du matériel ou à de l'aide financière, par exemple. Puis en fait, concernant le soutien matériel, je vais en profiter pour faire une courte parenthèse sur le matériel en général. C'est-à-dire que plusieurs ont quand même évoqué en avoir manqué régulièrement au début de la crise, c'est-à-dire en mars ou en avril 2020, où certains ont même affirmé avoir manqué de masques dans plus de 40 des cas. Mais par contre, rendu à l'été, la situation était pas mal réglée pour tous les types de matériel puis pour toutes les régions. Sinon, si on revient aux différents types de soutien, juste mentionner ces différentes formes ne sont pas mutuellement exclusives, c'est-à-dire qu'il y a des gestionnaires qui nous ont dit avoir pu bénéficier de différents types d'aides pour les accompagner dans le développement de leur plan d'action. Puis finalement, les gestionnaires affirment dans plus de 80 des cas avoir été beaucoup ou extrêmement satisfaits de cette aide qui leur a été apportée. Donc, bref, si au final, peu étaient préparés avant l'arrivée de la pandémie, la plupart semblent avoir été en mesure de rapidement développer un plan d'action, généralement avec l'aide du réseau de la santé et des services sociaux, puis qui ont été assez satisfaits de cette expérience-là. Si on passe maintenant au contact et relations avec les autres partenaires, bien, il y a plusieurs gestionnaires qui nous ont dit avoir été en contact avec différents acteurs, que ce soit des partenaires du secteur de l'itinérance ou des contacts provenant de services de soutien comme les services policiers, mais aussi des gens provenant du milieu de la santé, du milieu carcéral ou du milieu de la justice, par exemple. Cela s'est réalisé la moitié du temps dans des comités préexistants. Cela veut donc dire qu'il y a aussi eu la mise en place de nouvelles cellules de concertation pour permettre d'avoir des liens fréquents, mais aussi de pouvoir adapter, voire développer ces nouveaux services. La troisième section des résultats s'intéresse aux impacts sur l'intervention, les services, mais aussi les personnes qui utilisent ces services-là. Puis on va débuter avec l'impact des mesures sanitaires et des conditions de travail sur le travail d'intervention. Donc, dans le graphique ici, les mesures considérées comme les plus positives sont en haut et sont listées jusqu'à celles considérées comme étant les plus négatives au bas du graphique. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si certaines mesures étaient principalement considérées comme positives, comme le lavage des mains obligatoire tant pour l'intervenant que l'usager ou la désinfection des surfaces, il y a d'autres mesures qui étaient considérées principalement négatives, comme le retrait temporaire de certains services, la distanciation physique de 2 mètres, la limitation du nombre de personnes dans les locaux ou le travail au bureau sans présentiel. Le port du masque, quant à lui, se retrouve dans une position plus mitigée, mais avec tout de même plus de 50 qui le considèrent comme négatif. C'est aussi important de noter, bien que ça ne soit pas illustré sur la diapositive, qu'il y a quand même plus de 58 des intervenants qui ont dû procéder à la mise en quarantaine ou à l'isolement de personnes utilisant leurs services. Cette diapo nous permet d'avoir un déclarage peut-être un peu plus nuancé sur les résultats qui viennent d'être présentés ou du moins d'avoir certaines pistes explicatives. Il s'agit d'une question ouverte qui était donnée aux participants et qui allait comme suit. Est-ce que vous avez trouvé difficile de respecter certaines mesures mises en place parce qu'elles étaient en contradiction, trop éloignées de votre réalité, voire même impossibles à mettre en place? On a reçu énormément de réponses. Les gens nous ont donné beaucoup de commentaires. C'était très étoffé. Puis nous, on a pris du recul, on les a lus. Puis on trouvait que généralement, ça se regroupait dans 5 catégories puis qu'au final, le 2 tiers concernait des mesures sanitaires, spécifiquement le masque et la distanciation physique. J'ai mis quelques extraits de ce que les répondants nous mentionnaient à droite de la diapositive, puis en résumé, bien, plusieurs estiment que ces mesures nuisent à leur travail d'intervention parce que c'est souvent plus difficile de communiquer avec les usagers, mais aussi parce que cela les mettait dans une position délicate où ils devaient souvent recadrer, rappeler les règles plutôt que de faire le travail d'intervention.
Selon qu'a aussi nuit à la relation établie avec l'usager, certains évoquent quand même une déshumanisation des liens. Pardon. Plusieurs mentionnaient les difficultés liées au télétravail, notamment parce que plusieurs usagers n'ont pas de téléphone ou d'Internet. C'était donc relativement difficile, voire impossible, en fait, de rentrer en contact avec eux. Et conséquemment, plusieurs intervenants affirment avoir perdu plusieurs usagers qu'ils suivaient depuis un certain temps. Finalement, quelques-uns ont exprimé que leur organisation a dû réduire ses services, mais d'autres ont aussi évoqué des craintes par rapport au contact que certains de leurs collègues pouvaient avoir en dehors du milieu de travail. Donc, si on repense aux résultats présentés dans la diapositive précédente, on peut constater que certaines mesures mises en place, particulièrement la distanciation physique et le port du masque, en fait, ne sont pas vraiment réalistes ou du moins adaptées dans le quotidien de plusieurs intervenants. Puis, en fait, cela, étant donné que ça peut nuire d'une certaine façon directement à leur travail, c'est probablement pour ça que c'est perçu comme des mesures plus négatives. Aussi, toujours en poursuivant sur cette idée, si on regarde maintenant l'impact de la pandémie sur les différents types d'interventions, bien, comme la diapositive présentée un peu avant, ici on peut voir les différents types de services ayant connu la plus grande augmentation en haut de la figure jusqu'à celle ayant connu la plus grande diminution au bas de la figure. Il est donc peu surprenant de constater une diminution des contacts établis avec les personnes en situation d'itinérance, mais aussi les suivis réalisés auprès d'elles. On peut aussi constater une augmentation des nouveaux types d'interventions et, sans grande surprise, de la gestion des crises. Concernant spécifiquement les nouveaux types d'interventions, c'est quelque chose qui est vraiment à creuser davantage, mais selon les entrevues réalisées auprès d'informateurs clés, soit des gestionnaires, des intervenants ou des répondants d'itinérance, plusieurs ont mentionné des changements dans les services offerts en période de confinement et pendant la période estivale. Par exemple, il y en a qui sont passés de faire de l'offre de soutien psychosocial en individuel à devoir distribuer de l'aide alimentaire. Puis si on revient à la question de la gestion de la crise, bien en plus d'en avoir dû en faire davantage, les intervenants estiment qu'elles ont été beaucoup, voire extrêmement difficiles dans plus du 2 tiers des cas. Puis, pour ce qui est des impacts de la COVID sur l'accès aux services, plus de 90 des répondants affirment qu'elle en a eu un. Par exemple, ils ont rapporté la création d'une liste d'attente, le report de rendez-vous non urgents, ainsi qu'un allongement des délais d'attente pour recevoir des services. La question avait également une section ouverte où les répondants pouvaient nous partager des commentaires. Certains sont illustrés ici et démontrent cette réalité complexe avec laquelle ils ont dû composer, que ce soit au niveau du refus des usagers qui arrêtent de fréquenter une ressource, soit parce qu'ils croient qu'elle est fermée, mais aussi parce qu'ils craignent de contracter la COVID, mais aussi la difficulté pour les personnes en situation d'itinérance de socialiser, mais aussi en tant qu'intervenant d'être en mesure de bien les accompagner, d'encourager leur réaffiliation étant donné le peu de services qui sont ouverts comme les bibliothèques ou les gyms, par exemple. Concernant l'impact sur les usagers, on peut constater que les intervenants les ont perçus comme étant beaucoup ou extrêmement stressés, même si cela s'est légèrement amélioré entre le printemps et l'été dernier. Pour les fréquentations des services, la COVID a eu un impact différencié selon différents sous-groupes. Si on constate une diminution pour les hommes et les femmes en général, on constate une augmentation pour d'autres groupes comme les jeunes et les aînés, alors que pour plusieurs autres groupes, il n'y aurait pas vraiment eu de changement important, que ce soit chez les communautés autochtones ou les immigrants ou les réfugiés, par exemple. Les répondants ont aussi été sondés sur l'impact de différentes sphères sur les personnes en situation d'itinérance. Par exemple, l'habitation, le transport, la consommation, la dépendance, le revenu, la santé mentale. Puis si de façon générale, la COVID a eu un impact négatif, voire surtout très négatif, certains estiment que cela n'a eu aucun impact sur certaines sphères, comme la judiciarisation ou le transport, par exemple. Puis d'autres vont avancer que ça aurait même parfois pu avoir un certain effet positif, spécifiquement sur le revenu dans ce cas-ci. On pourrait potentiellement avancer, par exemple, que la PCU peut avoir eu un certain effet positif pour certaines personnes, mais ça reste définitivement une question à creuser davantage. Les répondants étaient aussi invités à évaluer l'impact de la COVID chez ces différents sous-groupes, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les jeunes, les aînés, etc., quant au niveau personnel, social et économique. Puis encore une fois, les résultats sont principalement négatifs, avec la même exception concernant spécifiquement l'aspect économique, c'est-à-dire que la COVID aurait eu un impact plus mitigé ou parfois aurait été neutre ou positif. Donc bref, dans tous les cas, ça reste des questions qui sont à creuser davantage. Passons maintenant au défi de la gestion des ressources humaines. On peut constater que plusieurs mécanismes ont été mis en place pour les employés afin qu'ils puissent partager leurs inquiétudes en lien avec la COVID, mais aussi pour pouvoir les soutenir durant cette période difficile. En exemple, une personne identifiée est dédiée à recevoir ses préoccupations, un point spécifique en rencontre d'équipe, des rencontres de soutien individuel, mais aussi des rencontres de groupe.
Du côté des gestionnaires, la plupart affirment ne pas avoir eu d'employés diagnostiqués positivement à la COVID, mais plus de 85 ont des employés qui ont dû se placer en isolement préventif. Du côté des intervenants, près du tiers affirment avoir dû se placer en quarantaine ou en isolement. Concernant la rémunération, tant du côté des gestionnaires que des intervenants, la majorité des employés qui ont dû se placer en quarantaine ou en isolement auraient eu un maintien du salaire pour la durée de l'absence. Pour le départ des employés, 39 des gestionnaires affirment en avoir connu, et ce pour diverses raisons. La principale raison concerne l'inquiétude de contracter la COVID et dans des proportions moins élevées, les raisons évoquées étaient pour obligation familiale, une préférence pour la PCU ou une charge de travail trop élevée. En commentaire, il y en a quand même plusieurs qui nous ont mentionné qu'il y a eu des départs du réseau communautaire vers le réseau de la santé qui offrait des postes avec des meilleures conditions de travail. Puis aussi, dans le volet qualitatif, il y a plusieurs qui ont mentionné que pour le départ d'employés, ben, parfois, ça concernait en fait des postes à temps partiel ou des postes temporaires. C'était donc des départs qui étaient prévus d'une certaine façon et qui avaient aucun lien avec la COVID, en fait. Puis sinon, concernant les conséquences de ces départs d'employés, 61 des gestionnaires indiquent que leur organisation pourrait rapidement manquer d'employés si un ou des employés devaient se placer en isolement sans toutefois compromettre l'offre de service. Donc, au moment où le sondage a été conduit, même si la plupart des gestionnaires estimaient que leur organisation pourrait rapidement manquer d'employés, de façon générale, ils ne croyaient pas que cela aurait un impact sur les services offerts par l'organisation. Mais bon, la situation a peut-être changé depuis. Finalement, la dernière section porte sur des analyses sur l'expérience personnelle des répondants. Cette section était commune aux deux profils, ça va donc pouvoir nous permettre de mieux comparer l'expérience vécue par les gestionnaires de celle vécue par les intervenants sur certaines questions. Donc, à savoir à quel point les participants ont été ébranlés, affectés, déstabilisés humainement ou psychologiquement par la COVID, on constate que les gestionnaires semblent avoir été un peu moins ébranlés que les intervenants. Si 35 des gestionnaires affirment avoir été beaucoup ou extrêmement affectés par la COVID, ce pourcentage est presque 2 fois plus élevé chez les intervenants. Par contre, dans les entrevues, plusieurs gestionnaires nous ont mentionné qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'être déstabilisés parce qu'il fallait qu'ils gardent le fort puis il fallait qu'ils soient là en soutien à leur équipe. On pourrait donc potentiellement traduire ça de la façon suivante. Ils ont peut-être encaissé, refoulé davantage, puis on peut penser que les effets vont peut-être ressortir plus tard. Peut-être qu'au final, l'épuisement va juste arriver à retardement. Donc, toujours en poursuivant sur l'expérience personnelle, les intervenants et les gestionnaires ont davantage été affectés par le flou et la mouvance des règles à respecter, où plus de 55 considèrent l'avoir été, alors que finalement, seulement un peu moins de 30 ont été fortement ébranlés par la méconnaissance du virus ou le manque d'informations concernant les règles et leur application dans leur organisme. Aussi, si plus de 50 des gestionnaires et des intervenants ont été grandement affectés par la rapidité et l'évolution de la pandémie, moins de 25 ont été affectés par le manque de soutien pour l'adaptation des services de leur organisation. Puis, toujours pour les deux profils, ils craignaient davantage de rapporter le virus à la maison en provenance de leur milieu de travail plutôt que de contracter la maladie en tant que telle. Puis une autre préoccupation importante partagée par les deux profils, mais de façon encore plus importante chez les intervenants, c'était l'isolement qui est créé par le confinement. Donc, de façon générale, on pourrait avancer que ce n'est pas tant le virus ou le manque de connaissances en tant que tel qui dérangeait les répondants, mais vraiment plus le fait que les règles changeaient régulièrement et que c'était difficile à suivre. Même chose pour le manque de soutien. Au final, les organisations se sont arrangées, mais c'est vraiment l'évolution et la rapidité avec lesquelles ils devaient constamment composer qui étaient plus difficiles. Ici, les répondants devaient nous indiquer à quel point ils étaient préoccupés par différentes conséquences potentielles de la COVID chez les personnes utilisant leurs services. Et ce qui est illustré ici, en fait, c'est les pourcentages de répondants qui ont indiqué comme étant beaucoup ou extrêmement préoccupés par ces dernières. Donc, on peut constater que ce qui préoccupait le plus les intervenants, c'est le constat d'une diminution de l'accès aux services et que cette préoccupation était un peu moins présente chez les gestionnaires. On peut penser que les intervenants étaient aux premières loges pour constater les portes fermées lorsqu'ils tentaient de référer ou d'accompagner les personnes vers les services. Cela peut être expliquer une partie de la différence. Concernant l'impuissance à donner des services ou à répondre aux besoins des personnes, cet élément est beaucoup ressorti aussi dans les premières entrevues concernant l'arrivée de la crise. Les acteurs se sentaient impuissants quand ils ne pouvaient plus offrir les services habituels et beaucoup se sont mis alors en mode solution aussi pour pouvoir répondre aux besoins de base des besoins face à la fermeture et des lieux publics. Finalement, pour les gestionnaires, c'est plutôt une déshumanisation de la relation d'aide qui est la plus grande préoccupation. La différence avec le vécu des intervenants s'explique peut-être par le fait que les intervenants étaient quand même en contact avec les personnes, même si ce contact était très différent.
Mais aussi, c'est que dans certaines ressources d'hébergement, certains nous ont partagé que d'avoir une diminution du nombre de places faisait aussi en sorte que les intervenants pouvaient peut-être consacrer plus de temps aux personnes qui étaient présentes dans la ressource. Toutefois, la préoccupation de la déshumanisation de la relation d'aide reste très présente pour tout le monde. Concernant l'expérience personnelle en lien avec ses collègues, les deux profils ont vécu un grand maintien de l'esprit d'équipe, c'est-à-dire que près de 60% des gestionnaires et un peu moins de 50% des intervenants ont vécu une expérience où le maintien de l'esprit d'équipe était fort présent. Aussi, un peu moins de la moitié des gestionnaires ont vécu beaucoup ou extrêmement la crainte qu'un collègue attrape la COVID, alors que chez les intervenants, 50% affirment ne avoir peu ou pas ressenti cette crainte. Les répondants devaient aussi évaluer de quelle façon ils avaient vécu ou ressenti une liste assez importante d'émotions. Si on regarde ce qui a été coté comme beaucoup et extrêmement chez les répondants, on se rend compte que c'est la fatigue qui revient en premier chez les deux profils et même chez plus du 2 tiers des intervenants. C'était d'ailleurs similaire aux résultats obtenus lors de la deuxième vague d'entrevues parce que toutes les personnes interviewées parlaient de cette fatigue qui était très prenante et très présente. Les autres sentiments vécus le plus négativement variaient selon les profils. Si c'est le stress, le sentiment d'être dans le flou et les alternances de haut et de bas qui revenaient chez les gestionnaires, c'était plutôt le découragement, la colère ainsi que la frustration et le sentiment d'isolement qui se dégageait du profil des intervenants. Ces émotions rejoignent aussi des résultats présentés plus tôt dans cette présentation. Même si les gestionnaires semblent avoir été généralement en mesure de bien suivre les changements fréquents par les règles, cela générait tout de même un stress important et ce n'était pas toujours facile de bien suivre cela, ce qui se traduit bien par le sentiment d'être dans le flou. Du côté des intervenants, on a vu plutôt que l'isolement était quelque chose de particulièrement ressenti par ce profil et que plusieurs se voient souvent fâchés ou découragés de ne pas pouvoir toujours faire leurs interventions comme ils sont habitués de le faire, notamment lorsqu'ils doivent rappeler aux personnes en situation d'itinérance de garder leur masque ou le 2 mètres. Donc, rapidement, une réflexion sur ces résultats-là, mais ça, c'est encore peut-être plus préliminaire que le reste des résultats parce qu'on est encore en train de beaucoup de réfléchir à tout ça. Mais si on tente de résumer un peu les résultats de la présentation selon ce diagramme, on peut constater que les organisations ont de grands défis qu'on pourrait peut-être classer en 3 grandes catégories. Il y a d'abord l'offre de services dans le contexte d'application de mesures de santé publique, c'est-à-dire comment faire pour rejoindre les personnes malgré l'ensemble des restrictions et des contraintes qui, en plus d'être toujours en place, continuent d'évoluer. Comment rendre ces contacts humains, alors que justement, on a parlé beaucoup de la déshumanisation des contacts à cause des mesures sanitaires, quand on sait en plus que ce sont ces services qui sont les principaux créateurs de liens sociaux avec les personnes les plus marginalisées de notre société, toute l'importance du lien social et affectif qui est fortement ébranlé depuis le début de la pandémie et auquel on s'adresse peu, puisque toutes les activités de groupe social, de vie associative sont un peu mis au rencard. Ensuite, le deuxième groupe de défis, en fait, c'est un lot de défis liés à la gestion des ressources humaines. D'une part, tout ce qui relève des départs, du manque de matériel, du manque de personnel, pardon, du roulement de personnel. Mais d'autre part, dans certains cas, il y a eu l'expansion de services avec l'arrivée de nouveaux financements qui sont toutefois souvent temporaires pour la mise en place de nouveaux services implantés dans l'urgence, puis qui demandent aussi beaucoup de réorganisation et de ressources pour gérer ces nouveaux financements. En fait, c'est une bonne chose, mais ça peut quand même déstabiliser les équipes qui sont existantes. Puis bref, dans un cas comme dans l'autre, on se retrouve avec des enjeux de recrutement, de formation de nouveaux personnels, de surcharge de travail. Tout ça, ça peut avoir des impacts tant sur l'offre, la qualité, mais aussi la continuité des services. Puis finalement, le troisième lot de défi, même si c'est aussi un enjeu de ressources humaines, on a souhaité le mettre en évidence, c'est le défi relié à la santé et au bien-être du personnel. Le stress, la fatigue des troupes qui étaient bien présents avant la pandémie, qui a fait peut-être place à l'adrénaline pour faire face à la crise, revient massivement. Il y a une perte du sens, il y a aussi une perte du sens d'être constamment dans l'urgence, dans les perpétuelles adaptations et de ne pas pouvoir se projeter dans l'avenir. Une certaine perte de ce sens autour de la nature même de leur mission ou de leur mandat, c'est-à-dire de ne plus être en mesure de faire ce qu'on sait faire ou de faire sur quoi on est bon, de ce qu'on est compétent, pardon. C'est d'ailleurs des résultats semblables qui sont ressortis en mars dernier d'un rapport provenant de la recherche du regroupement québécois de l'action communautaire autonome. Donc, ces grands défis dépendent en partie de facteurs qui sont un peu extérieurs, qui s'inscrivent dans un contexte un peu plus large, que ce soit le financement, les lois et les politiques publiques, mais évidemment l'évolution publique, l'évolution de la pandémie qui amène une grande part d'incertitudes sur lesquelles on ne peut voir aucun pouvoir. Mais bon, on ira certainement plus loin dans les analyses et les réflexions au cours des prochains mois, et ce, avec des nouvelles données qui s'ajouteront. Mais pour aujourd'hui, c'est tout. Je repasse la parole
à Céline. Je vais mettre les questions en même temps. Je ne sais pas si. Merci Hélène pour cette présentation. J'espère que peut-être les copier-coller les questions dans le chat. Comme ça me permet de voir plus de monde. Merci. Oui. Ben, ça monte, puis peut-être le sondage monte, puis quand on insiste pour que vous répondiez à notre autre sondage, c'est clair que, et on va donner un point au-delà de la Mauricie, on va créer une compétition entre les régions pour avoir le plus grand nombre de répondants, mais il y a clairement ce souci-là d'aller documenter ce que vous vivez via un sondage, et il me semble que dans la demande de subvention, on avait mis l'enjeu de la résilience comme étant un des vecteurs de transformation, et avec toutes les précautions qu'on doit utiliser sur la résilience. Puis je pense que le sondage, c'est ce que ça montre, à quel point on est dans le milieu de l'itinérance, c'est un milieu qui travaille fort, toujours dans un contexte de surcharge, etc. À quel point il est résilient, puis il y a beaucoup féminin, hein, on a eu beaucoup de réponses de féminin, mais à quel prix? Puis, je vous rappelle, ce sondage, il a été réalisé avant l'hiver, là, ou en tous les cas aux frontières de l'hiver. Et donc, pour nous, c'est l'important, je pense, dans la vague 2 là, de ce sondage-là, c'est d'aller chercher le à quel prix. À quel prix ça s'est détérioré, à quel prix, où vous en êtes par rapport à ça, pour effectivement réfléchir à quelles sont les attentes qu'on a en matière d'itinérance et comment on peut rebondir post-pandémie.